Nous sommes jeudi 7 décembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e audience du tribunal de l'actualité. Vous le savez déjà, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges, Favara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette 4e audience, le tribunal de l'actualité auditionne Jules Domtché, le directeur général de la télévision panafricaine Vox Africa, journaliste et politologue. Il est présent dans la capitale burkinabé à la faveur des universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO. Et avec lui, il sera question justement de la thématique des UACO, liberté de presse et droit d'accès à l'information dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour et merci. Bonjour aux autres juges. Si je vais rester dans la formule, ça fait plaisir d'être à Ouagadougou. Et sur ce, je déclare ouverte cette 4e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est la mise en place du e-timbre qui devrait faciliter les formalités administratives, devrait faciliter en tout cas les formalités au niveau des actes d'état civil et autres actes administratifs qui prennent des timbres fiscaux. Donc maintenant, le problème, c'est la disponibilité des timbres. Bon, d'abord, il y a de la difficulté liée à la plateforme, mais l'autre réalité aussi, c'est que si aujourd'hui vous avez besoin de timbres physiques, alors là, pour le timbre, pour l'expérience que nous avions vécue en début de semaine, lundi pratiquement, le timbre de 100 francs coûte 300, celui de 200 francs coûte 600 francs, celui de 500 francs est devenu maintenant à 1000 francs CFA. En tout cas pour des gens qui sont allés prendre et qui se sont ravisés. Le e-timbre également a permis que les démarcheurs également changent. Parce que le but, l'un des objectifs, ça a été dit, c'est pour éviter la spéculation. Mais elle est toujours là. Puisque les revendeurs ont compris, ils sont allés ouvrir leur compte, ils téléchargent leur timbre et puis ils viennent vendre devant les sites de légalisation. Et puis bon, ça passe. Parce que la vérité aujourd'hui, vous voulez générer un e-timbre. Vous prenez votre téléphone, vous connectez tout et tout, vous payez. Mais pour générer le timbre, il faut imprimer. Vous l'imprimez où? Et à combien? Si vous voulez l'imprimer en couleur, si c'est beaucoup, vous devez imprimer en couleur ou même en noir-blanc. Parce qu'il y en a qui impriment également en noir-blanc. Maintenant, il y a au niveau de la police un dispositif qui vérifie si c'est vraiment ça ou pas. Il vérifie la qualité du timbre à l'aide d'un smartphone. Oui, mais en attendant, pour un usager burkinabé, comme vous et moi, vous n'avez pas une imprimante, donc il faut aller l'imprimer dans un secrétaire. Vous l'imprimez à combien? Ça va devenir au coût de la spéculation. Si l'autre le vend à 250, si on vous imprime ça à 250, c'est pratiquement le même coût. Vous ressortez et maintenant vous partez également pour la légalisation. Donc il y a autant de difficultés aussi liées à l'émission du e-timbre. Donc la spéculation qu'on a voulu éviter, mais elle est toujours là. Parce que le niveau d'équipement des Burkinabés, le niveau d'ailleurs de maîtrise de ces outils, et quand vous êtes dans l'urgence, ce n'est pas avoir du temps pour aller chercher comme avec les aléas de la connexion. Donc, il y a autant de paramètres. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut améliorer. Donc, c'est bien de l'avoir lancé. C'est déjà bien. Ce qui va compter, ce qui va suivre, c'est aussi la qualité de notre connexion. Là, ce n'est pas seulement la seule volonté de la Direction générale des impôts. Ça va dépendre également des compagnies de téléphonie mobile. Donc la qualité de la connexion, il sera pour beaucoup. Et aussi la qualité de la plateforme. Il ne faut pas que si ça se surcharge, que ça se bloque. On l'a vu souvent pendant les concours de la fonction publique. Et quand il y a plusieurs usagers, en même temps la plateforme bug parce qu'elle n'arrive pas à supporter ce flux-là. Donc il y a autant d'éléments qu'il faut améliorer en y allant. Mais je dis, c'est bon de l'avoir déjà
enclenché. Maintenant, les autres actions, on va améliorer en y allant. Mais la spéculation, telle qu'on a voulu l'empêcher, je ne pense pas qu'on pourra en finir avec la spéculation, compte tenu du niveau de nos populations, du niveau d'instruction, du niveau de leur relation avec les outils du 2.0, mais aussi avec la réalité terrain. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Juge Fouavara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Oui, merci Président. Aujourd'hui, jeudi, Idrissa Nassa sera installé à la tête du patronat burkinabé. Rappelez que c'était en Assemblée générale en octobre dernier qu'il a été désigné, notamment par les autres patrons, pour présider ce conseil-là. Je dis c'est plein d'exemples parce que c'est quelqu'un qui, rappelons-le, vient de loin et qui s'est bâti. D'abord, on parle de poussière yard, pour qui connaît, quand on dit yard, ça veut dire marché, donc voyez un peu ce que c'était, parce que c'est d'abord la construction du grand marché qui fait qu'il y a une délocalisation, le temps de finir les constructions, et c'est là lui commence à se mettre à son propre compte, une boutique de 3 mètres carrés, et puis quelques années après, il faut le voir comme fournisseur de, par exemple, financière Burkina, FIB, et après, vous le voyez, investisseur à l'intérieur, et c'est lui qui permet la récapitalisation, le redressement de ce qui est pour beaucoup aussi l'ancêtre de Coris Banque Internationale qui ouvre en 2007 et puis aujourd'hui qui suit le marché burkinabé, vous savez ce que c'est et comment ça pèse, qui fait pâlir même beaucoup de banques que nous avons qui sont des succursales de banques européennes et autres. Parce que souvent, on a l'impression que nous, Africains, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oh, ça, c'est trop complexe. La banque, tu n'y es même pas, puis tu veux aller faire quoi là-bas? C'est trop compliqué, hein? Mais regardez ce monsieur, ce qu'il est en train de faire comme empire aujourd'hui. Je pense que c'est ça la leçon. Ne pas se donner des barrières et se dire que tout est possible pour peu qu'on y mette du sérieux, qu'on ait une vision et qu'on se donne les moyens. Je pense que ça, pour moi, c'est un message très important. Et le fait qu'il soit installé aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui regardent devraient se dire que c'est une leçon dans plusieurs dimensions, sur ce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire. Je pense que ça, c'est très important. Et avant son installation, il a même parlé de certaines mesures pour rendre ce patronat-là, on va dire, plus autonome et plus rayonnant. Et on espère que sous son leadership, cela adviendra parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, lorsqu'il a touché des choses, il y a mis du sien et ça a permis de changer les choses. Et pour moi, c'est très important, cette leçon-là. Liberté de presse et droit d'accès à l'information dans un contexte de crise sécuritaire, voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité et nous en parlons avec Jules Domché. Vous êtes le directeur général de Vox Africa. Première question de généralité, vous êtes le premier responsable d'un média panafricain situé à Londres. D'aucuns vous reprochent de prôner le panafricanisme depuis l'Europe. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai tellement répondu à cette question. La raison est simple. Je ne pense pas que le panafricanisme se définit autant pour moi par rapport au lieu où on se trouve. La raison du choix de Londres s'imposait à l'époque parce que, si vous voulez, on voulait avoir un espace qui nous permet à la fois technologiquement et légalement d'avoir un média solide et fort. Il faut le reconnaître, même si l'Afrique avance, qu'on a encore beaucoup de problèmes dans la plupart de nos pays africains, des problèmes liés à la qualité de la connexion, on en parlait tout à l'heure, des problèmes liés également à la fourniture de l'énergie, mais également des problèmes liés à la liberté de la presse. Nous, compte tenu de notre ton, qui est un ton extrêmement engagé, disruptif, on savait que nous ne serons pas forcément les bienvenus dans certaines capitales africaines et comme on ne voulait pas justement courir le risque de se faire fermer ou de voir nos émetteurs endommagés comme cela a été le cas dans certains pays, nous avons fait ce choix stratégique-là, mais nous sommes présents sur le continent, nous avons des bureaux en Côte d'Ivoire, nous avons des bureaux au Cameroun, nous avons des bureaux en Afrique anglophone, donc je pense qu'il ne faut pas que les gens se méprennent. C'est toute l'architecture technique et technologique qui est basée à Londres avec le côté administratif, mais sinon l'essentiel de nos activités se font sur le continent et en Belgique et en France également, parce que le but aussi c'est de pouvoir créer un pont entre l'Afrique et sa diaspora. Donc voilà. Monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Juge Bougma, allez-y. D'accord, merci. Effectivement, ce n'est pas un reproche qui est fait à Vox Africa, n'est pas seul à avoir été reproché, mais c'est aussi la réalité du terrain qui a commandé cela. Donc maintenant, le regard que vous avez de ceux également qui ont pu avoir le courage
de s'implanter contre vents et marées sur le continent africain, dans certains pays où ce n'est pas du tout du donné de. Oui, je suis très admiratif parce que, si vous voulez, nous on est un peu les pionniers avec certains sur ce segment-là. Par la suite, effectivement, en Afrique, il y a eu plusieurs médias qui ont vu le jour et je salue le courage de tous ceux-là qui arrivent effectivement à mettre ces médias-là en place, surtout qu'on sait dans quelles conditions cela se fait et les difficultés de terrain, parce que, comme on le dit, il faut qu'il y ait du nombre. C'est important qu'il y ait plusieurs médias qui essayent de porter un autre son de cloche, qui essayent de donner la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Donc, je ne peux être qu'admiratif, même si je reconnais que c'est pas toujours évident. Et j'insiste là-dessus, il faudrait pas qu'on pense que le panafricanisme qu'on prenne veut dire que tout va se faire en Afrique. Non, pas du tout. On peut être très panafricain et se retrouver par contrainte ou pour d'autres raisons, être installé aux États-Unis, être installé en Asie, là n'est pas le souci. Le panafricanisme doit se traduire par des actes, ça doit se traduire également par des faits concrets et par une certaine façon de voir, et en l'occurrence, pour ce qui est des médias comme les nôtres, par la ligne éditoriale qui est en fin de compte ce que les téléspectateurs regardent. Juge Geoffroy Vara, question de généralité. Bon, dans les généralités, souvent, l'enjeu derrière, pour ce qui est de l'important d'être à équidistance des choses, c'est aussi quelquefois le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment vous êtes financé, on saura un peu quelles peuvent être un peu vos barrières ou quels peuvent être les carcans. Alors, comment est-ce que vous vous en sortez sur ce type de modèle? Vox Africa, c'est un média essentiellement privé, dont nous vivons, comme la plupart des médias privés, en tout cas je l'espère, de la publicité. Nous avons des annonceurs qui sont des partenaires avec qui nous travaillons depuis pas mal d'années sur le continent, essentiellement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, en réalité, le fait d'être à Londres ne change rien. Si vous voulez, 90% de notre chiffre d'affaires est fait en Afrique, parce que ce sont les Africains qui se reconnaissent dans notre travail. Et l'essentiel de la production, plus de 80%, est faite à partir du continent africain. Donc, le financement de Vox, il est assez clair et je comprends ce que vous voulez dire. Nous, on a tenu à être un média totalement indépendant. C'est pour ça qu'on a le courage de prendre les risques que nous prenons, de prendre les positions qui sont les nôtres. Ça nous coûte parfois parce qu'on a certains annonceurs qui décident de ne plus travailler avec nous parce qu'ils estiment que nous avons des positions qui mettent leurs intérêts en danger. On a eu ce cas de figure, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais pour terminer, ce qui fait notre force, et je pense que c'est aussi ce qui fait notre différence, c'est que nous avons la chance d'avoir dans le projet Vox Africa des investisseurs qui n'ont pas mis de l'argent parce qu'ils espéraient gagner de l'argent. Donc ils n'ont pas fait ce projet-là pour s'enrichir. En d'autres termes, ils ont d'autres moyens de gagner l'argent que d'attendre que ce soit le média qui le leur produise. Ils ont été conscients à un moment donné de leur parcours que l'Afrique a besoin d'avoir son propre narratif, qu'il faudrait qu'il y ait un autre son de cloche, qu'il faudrait qu'il y ait un regard africain de l'actualité africaine et internationale, et c'est pour cela qu'ils ont accepté d'investir dans ce média. Nous essayons au fur et à mesure d'avancer. Ce n'est pas facile, je dois le reconnaître, mais ce qui nous guide est plus fort que le simple intérêt pécunier. Dans le fond du sujet, les pays de l'Iptako-Gourma, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à une situation sécuritaire assez délicate depuis plusieurs années. Quel est votre regard par rapport à cette situation? Vous savez, ce qui se passe au Sahel est tout simplement historique. Historique à plus d'un titre. La série des coups d'État qu'on a connus dans ces pays-là, loin d'offusquer, devrait nous interpeller et nous amener à pousser une analyse profonde sur les véritables raisons. Parce que j'ai vu pendant longtemps les gens s'arrêter sur les causes. Les coups d'État, c'est pas ça le problème. La question qu'on devrait se demander, c'est comment on en est arrivé là. Et c'est une question qu'on refuse dans la plupart des cas de se poser, et on préfère avoir des jugements de valeur au lieu d'avoir des jugements de réalité. Le regard est très simple, c'est que vous avez une partie de l'Afrique qui, par extraordinaire, s'est retrouvée être l'épicentre du terrorisme mondial. Personne ne se pose la question de savoir comment
est-ce que le terrorisme a pu se transférer aussi facilement en Afrique? On peut faire tous les recours à l'histoire comme on veut, en partant sur le point de la Libye, la déstructuration de la Libye et ses conséquences, mais derrière cela, je pense qu'il y avait un véritable agenda géopolitique qu'on n'a pas suffisamment expliqué aux Africains. On a vu toute la complexité avec le Moyen-Orient, et les gens, à un moment donné, je pense, les Occidentaux, pour ne pas leur nommer, ont décidé, et je pense que c'est une décision géostratégique, de faire de l'Afrique, et notamment du Sahel, l'épicentre du terrorisme international. Pour la simple et bonne raison qu'il faut, dans le cas de figure, s'il faut contrôler un espace comme celui-ci, il est plus facile de contrôler un espace déstructuré où justement nos États, au lieu de travailler au développement, vont être obligés de lutter contre le terrorisme. Et c'est comme ça qu'on a installé. Moi, je dis le terrorisme a été installé en Afrique parce que quand vous voyez l'intensité, les moyens de ces groupes, la facilité avec laquelle ils ont eu à s'installer dans le Sahel, mais vous vous dites quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes là avec des puissances qui vous disent qu'ils sont les plus grandes puissances du monde, qu'ils ont les plus grands satellites, et on vous explique que des brigands, des petits bandits arrivent à venir s'installer aussi facilement. Quand vous voyez le nombre d'engins que ces groupes terroristes ont, quand vous voyez des motos, comment vous faites pour avoir une colonne de motos dans le désert et qu'aucun satellite ne repère? Je veux dire, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, et c'est dramatique. Si on reprend juste le cas du Mali, parce que c'est là pratiquement où tout a commencé, il est aujourd'hui clairement établi que les renseignements français étaient au courant de l'information. Ils ont vu les groupes terroristes avancer, ils ont laissé faire pour pousser le gouvernement de transition à l'époque du président Djokoda Traoré à faire recours à la France. Ce qu'il a fait. Sauf que dans le recours à la France, il avait demandé un appui aérien. La France a refusé l'appui aérien pour dire « nous on veut un appui total, on veut des forces au sol ». On a obligé le chef d'État malien à l'époque à refaire sa copie pour demander une installation au sol. Donc, pour ceux qui pensent que c'était une stratégie de recolonisation militaire du Sahel, les faits sont là pour le démontrer, parce que je ne peux pas venir vers vous, vous demander de l'aide, et c'est vous qui définissez la nature de l'aide dont j'ai besoin. Je pense que là, il y a un réel problème. Et je crois qu'une fois que cela s'est fait, une fois que Barkhane, c'était Serval à l'époque, s'est installé, on a calmé les choses pour un moment. L'histoire, effectivement, de discuter, parce que n'oubliez pas que derrière tout cela, il y a un mouvement indépendantiste à qui la France, visiblement, aurait promis la sécession du Mali. Et c'est l'armée française qui empêche l'armée malienne d'aller dans Kidal pour suivre les terroristes qu'on était en train de pourchasser. Et aujourd'hui, 12 ans après, ou 10 ans, ou 11 ans après, on est obligé de faire le bilan. Ceux qui étaient venus combattre le terrorisme ne l'ont pas combattu. Le terrorisme, au lieu de régresser ou au lieu d'être détruit, comme l'avait annoncé François Hollande, a plutôt progressé. Il est parti d'à peine 10% du territoire malien à 80%. Il s'est ramifié et s'est développé au Burkina Faso, au Niger, en fait, a pris tout le Sahel. Donc c'est une question centrale pour laquelle il ne faut pas avoir de jugement de valeur. Et ces jeunes militaires qui ont pris le pouvoir dans ces zones-là, je pense qu'on oublie souvent de rappeler que ce n'étaient pas des généraux qui étaient dans leur bureau. Que ce soit Assimi Goïta, c'était des gardes de terrain qui ont mené des opérations sur le terrain, qui connaissent la réalité et qui ont vécu des frustrations. Donc, une fois que par la force des choses, ils arrivent aux affaires, ils décident de changer de paradigme. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose chaque fois et espérer un résultat différent. Et je voudrais préciser pour le cas du Mali, on dit beaucoup un coup d'État militaire, mais on est tous des observateurs avec un peu de recul. Ce qui s'est passé au Mali, c'est la rue qui a renversé Ibeka. Les militaires sont juste venus s'installer, en réalité. Parce qu'à un moment donné, il y avait une politique qui n'était pas efficace. Donc voilà un peu, si vous voulez, de manière ramassée, ce qu'on peut dire pour planter le décor par rapport à cette question sécuritaire-là. Et vous voyez aujourd'hui qu'avec le changement de cap, le Mali a repris Kidal. C'était pas ce qu'on nous a expliqué que c'était pas possible en 10 ans, ils l'ont fait. On peut aimer ou ne pas aimer, comme on dit, peu importe la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Est-ce que vous rejoignez ceux qui estiment que c'est parce que Barkhane a quitté le sol malien que Kidal a été récupéré? Mais c'est plus qu'une évidence.
C'est plus qu'une évidence. Il est évident que si le Mali avait continué à suivre le même cheminement, le résultat n'aurait pas pu être différent. Comment vous expliquez que vous avez sur le territoire malien, avant on a eu Serval qui s'est transformé en Barkhane, on a Takuba, on a G5 Sahel, on a la MINUSMA. Et là je vous parle des pays, des institutions contrôlées par les pays les plus puissants du monde. Vous avez la France qui est l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Vous avez tout ça et pendant 10 ans, on n'obtient aucun résultat. On n'arrive pas, ne serait-ce qu'à contenir le terrorisme. Non, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce qui s'est passé au Mali, c'est qu'on a voulu nous inventer une autre façon de faire la guerre. Je pense que tous ici, on sait quand on fait la guerre, soit on neutralise l'ennemi, soit on le repousse. Mais on a voulu nous expliquer au Mali que faire la guerre maintenant, c'est de donner des espaces aux rebelles, c'est de donner des espaces aux terroristes, de créer des no-man's land où ils peuvent s'y amuser comme ils veulent. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est évident, et on peut le dire sans risque de se tromper, que si le Mali n'avait pas décidé de changer de paradigme, il n'aurait jamais pu récupérer Kidal. Juge Benabougma. Oui, pour le cas du Mali, effectivement, c'est un cas d'école. Maintenant, au Niger, il y a eu un coup d'État au Niger, au moment où parmi les 3 pays, le Niger faisait partie des pays quand même qui tenaient debout face aux attaques des terroristes. Et qui avait une économie qui était, en tout cas entre les 3 pays, c'est le pays qui s'en sortait mieux, je veux dire. Ah, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Oui, vous avez certainement suivi l'ancien Premier ministre du Niger reconnaître à la télévision que son pays vivait pratiquement de 50% d'aide internationale. Je ne pense pas que quand un pays vit de l'aide internationale, il s'en sort le mieux. Non, c'est pas sur la question de l'aide internationale. Je dis sur la question d'abord sur le plan sécuritaire, le Niger s'en sortait mieux par rapport à ces 3 pays. Je cherche le justificatif du coup d'État militaire. Il n'y a pas à chercher un justificatif autre que ce que les gens disent. Vous savez, on ne peut s'arrêter qu'à la réalité. Moi, par exemple, j'ai été accusé par certains gens pro-Bazoum d'être l'un des instigateurs de son coup d'État. Le problème, c'est que le président Bazoum a mené une politique qui conduisait le Niger totalement vers des chemins inconnus. Vous savez, quand vous avez un chef d'État qui arrive à faire une déclaration selon laquelle les terroristes sont plus forts que l'armée de son pays, vous vous posez des questions. Mais il parle de l'armée de son pays qu'il connaît. Mais il ne peut pas, même s'il le pense, même si, par extraordinaire, ce dont j'en doute, ce serait vrai, un chef d'État ne parle pas comme ça. Parce que quand vous le dites, qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Première chose, vous démotivez vos soldats. Ça veut dire, si vous voulez combattre contre le terrorisme, il n'y a pas pire approche. Deuxième chose, vous ragaillardisez les terroristes en leur disant, écoutez, de toute façon, on reconnaît que vous êtes plus fort, continuez, vous allez réussir à vaincre. Mais au-delà de ça, le président Bazoum a eu à libérer des chefs terroristes sans qu'on ne puisse expliquer les véritables raisons. Et ces chefs terroristes-là, une fois sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contribué à massacrer des militaires du Niger. Allons plus loin. Vous vous rappelez tous de la libération des otages. Le fameux, entre guillemets, journaliste français Dubois. Oui. Vous vous êtes jamais demandé comment on arrive à libérer les otages sans qu'on avoue avoir payé une rançon, sans qu'il y ait eu une opération militaire? Quel est le rôle que le président Bazoum a joué, puisque finalement c'est au Niger qu'on récupère ces otages-là? Quel est le rôle que Bazoum a joué avec en complicité la France pour cela? Donc quand les gens disent qu'ils ne comprennent pas la raison du coup d'État au Niger, je dis non, on veut avoir une analyse limitée. Il faut être lucide par rapport à cela. Il y avait un chef de l'État qui, visiblement, avait choisi un autre chemin que celui de son armée par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et ça, on le lui a fait payer. Je sais que j'ai beaucoup entendu des gens dire que non, c'est parce que le général Tiani savait qu'il devait être renversé, qu'il a anticipé en faisant le coup d'État. J'ai dit, soit. Si c'était le cas, c'est quand même qu'il est très fort, parce que réussir à regrouper toute l'armée finalement autour de lui, ça veut dire que le problème était plus profond que sa simple personne. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller au l'État. Pardon ? Est-ce que ce n'est pas une prime au coup d'État que vous faites ? Vous avez un problème contre les coups d'État ? Il est condamnable en soi. Pourquoi ? Est-ce que vous vous rendez compte que les révisions constitutionnelles ont tué en Afrique ces dernières années plus que des coups d'État? Est-ce que vous vous rendez compte que les élections aujourd'hui en Afrique tuent plus que les coups d'État? La plupart de ces coups d'État militaires, si on accepte un peu celui de la Guinée, la plupart du temps, ces coups d'État se sont déroulés sans véritable effusion de sang.
Je ne sais pas si vous comprenez. Contrairement à ce qu'on a vécu dans certains pays au lendemain des élections et au lendemain justement des révisions constitutionnelles. L'idée ici n'est pas d'avoir un jugement de valeur. L'idée n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer les coups d'État. L'idée, c'est de se demander quel est le système de gouvernance qui correspond à l'Afrique et qui permette que le continent puisse se développer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et on aime un peu faire ces jugements de principe-là. Tout le monde condamne par principe. J'aurais aimé que la vigueur avec laquelle on condamne les coups d'État militaires, on mette la même vigueur pour condamner les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir en organisant des simulacres d'élections, en révisant la Constitution, en faisant des coups d'État constitutionnels et même des coups d'État sociaux pour qu'on ait, si vous voulez, une sorte d'équilibre. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à avoir par rapport au coup d'État militaire. Et je pourrais revenir là-dessus pour vous démontrer qu'à chaque fois qu'il y a eu des véritables changements de paradigme en Afrique, à chaque fois qu'un pays a pu, entre guillemets, se relever en Afrique, il y a comme par hasard derrière un coup d'État militaire. Si on prend le cas du Ghana, le Ghana d'aujourd'hui, on le doit à Jerry Rawlings, qui est arrivé au pouvoir par un militaire. Et si on vient ici, dans votre pays, qui est un pays que j'affectionne particulièrement, parce que je me réclame être un sankariste, c'est que Sankara, il est arrivé par un coup d'État militaire. Cette révolution-là, c'était un coup d'État militaire. Si vous prenez le Nigeria est aujourd'hui la première puissance militaire. Et si vous voyez ce que le Nigeria est aujourd'hui, tout le monde est unanime, c'est grâce à Olusegun Obasanjo, un militaire, qui est celui qui a fabriqué tous ces capitaines d'industrie nigérians, Dangote, Numelu, etc. Si vous prenez le Rwanda, qu'on présente aujourd'hui comme le modèle en Afrique, c'est Kagame, militaire. Donc je veux dire, il faut qu'on arrête d'avoir des jugements de valeur. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de plaire à quelqu'un ou bien d'être dans une position de principe ou dans des positions de convenance. Les Africains ont suffisamment su faire. Les Burkinabés, je pense, ont suffisamment su faire. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est comment ils font pour progresser dans leur vie, pour que les gens puissent manger, se soigner, se vêtir, qu'on puisse voir un semblant de progrès dans nos vies et non de faire des choses pour faire plaisir à certaines personnes. Justement, par rapport à ce que vous dites, on permet une réaction au juge Geoffroy. Il y a beaucoup d'éléments que je partage et d'autres sur lesquels aussi j'ai aussi mon avis. Je suis d'accord que lorsqu'on regarde les changements, on prend le cas du Burkina, vous n'allez pas dire que la question de l'insatisfaction face à la réponse sécuritaire n'y est pas pour beaucoup. Je suis là hier pour beaucoup parce que beaucoup de Burkinabés se demandaient où est-ce qu'on va, notamment avec l'offre domestique qui était la nôtre sous Roch Kaboré. Il y avait des insatisfactions qui étaient monstres. On se rappelle très bien comment les gens sont sortis ici, partis politiques, syndicats, tout le monde y compris. Parce qu'on n'était pas content de la façon dont les choses se passaient. Il y avait des efforts qui étaient consentis et on ne sentait pas la corrélation entre l'investissement mis dans la guerre et les résultats sur le terrain. Donc, ça se comprend. Vous prenez le cas du Mali, on ne va pas revenir sur les questions de corruption qui ont emporté le président d'alors. Et comme dirait quelqu'un, le militaire est venu presque ramasser ça à terre et s'assumer. On prend le cas de la Guinée. Je ne sais pas comment on peut appeler la façon dont Condé s'est comporté face à son peuple. Vous partez, par exemple, au Gabon, plus récemment, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer quand vous regardez même la campagne qui était en train d'être menée. Donc c'est difficile, c'est vraiment difficile de dire que là, il faut condamner par rapport aux postures principiennes. On prend le cas du Niger. C'est vrai que quand vous acceptez, dans un contexte de sécurité pareil, d'importer une offre pour sécuriser votre peuple, vous ne serez plus crédible. Ça, pour moi, ce sont des faits, ce sont des réalités. Maintenant, la question du coup d'État comme solution de changement, moi, je ne suis pas d'accord, parce que ceux-mêmes qui font des coups d'État sont en train d'envoyer en justice des gens qui sont soupçonnés d'être ou d'avoir voulu faire des coups d'État. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Par principe ou quoi que ce soit, le coup d'État ne peut pas être le moyen rêvé pour nous, pour dire que c'est comme ça qu'on doit changer, et c'est comme ça qu'on peut, on doit changer nos régimes, et c'est comme ça qu'on peut demeurer dans des stabilités. Maintenant, c'est vrai que dans des personnes qui s'assument avec des coups d'État, on peut en trouver qui impactent. Vous prenez le cas du Burkina, vous avez pris le cas par exemple de Thomas Sankara, c'est très intéressant, mais le Burkina a combien de coups d'État? C'est la réalité. Voilà, le Burkina, si vous permettez. Je finis pour dire que si le coup d'État
est la solution, c'est qu'on se trompe. C'est souvent qu'il y a des personnes qui s'assument. Ce n'est pas un coup d'État, c'est vrai, mais qui viennent et qui changent la vie des choses, qui impactent parce qu'ils ont des valeurs. Ce n'est pas le coup d'État qui est la solution. Oui. Non, c'est pas le coup d'État qui est la solution. Qu'on se comprenne très bien. Je n'ai jamais dit que le coup d'État est la solution. Donc jamais, je ne peux pas le partager. Parce que justement, le coup d'État, par principe, c'est l'exception. Et l'exception ne peut pas devenir la règle. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de s'arrêter sur les coups d'État, on doit se demander comment on fait pour en arriver au coup d'État. Là, on est d'accord. Les pays qui ne connaissent pas les coups d'État, pourquoi ils ne les connaissent pas? Il faut qu'on s'y intéresse. Pourquoi est-ce qu'on a mis un terme au coup d'État au Ghana? Parce qu'on a réussi à construire un système où les institutions sont beaucoup plus fortes que les individus. Et c'est justement une nouvelle approche. Ce que j'ai envie de dire, et ce que je voulais dire au président, c'est que non, ne tombons pas dans le piège de la condamnation par principe ou par convenance. Parce que quand on regarde, si on prend un pays qu'on aime bien prendre en Afrique francophone, la France, l'homme politique français le plus célébré de tous les temps, c'est le général de Gaulle. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais c'est lui qui a fait la République française. C'est lui qui a fait toute la grandeur de la France. Donc j'ai envie de dire, c'est pas parce que quelqu'un arrive par un coup d'État qu'il est forcément mauvais. Mais il y a qu'il est forcément bon. Ou qu'il est forcément bon. Pour moi, les coups d'État qui se sont déroulés aujourd'hui, j'ai regardé ça avec beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est une occasion unique. Peut-être pour qu'on se pose les vraies questions. Parce que vu l'intensité et la rapidité et aussi même la facilité avec laquelle ces coups d'État se sont déroulés, peut-être que ça devra enfin nous interpeller. Mais n'oubliez pas, chers amis, qu'on est arrivé quand même à une situation où la plupart de ces coups d'État ont conduit à des approbations populaires. Les gens descendaient dans les rues célébrer. Ça veut dire quand même qu'il faut s'interroger. Ça veut dire qu'il y a eu un échec quelque part. Donc on doit profiter de ce moment-ci pour dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'on n'y arrive plus. Je suis d'accord avec vous. Il y a des coups d'État qui conduisent à plus de dérives qu'avant. Parce que vous avez des gens qui arrivent et au lieu de faire le changement, parce qu'en principe pour moi, une transition c'est un moment unique pour un pays. C'est en fait une sorte de seconde chance qu'on donne à un pays de se rattraper. Mais si vous prenez la transition, au lieu de refonder le pays, de voir tout ce qui a conduit à la dérive et de corriger, et que vous vous empressez à faire ce que les autres faisaient, c'est-à-dire à vous embourgeoiser, à embourgeoiser votre entourage, en fait, vous faites plus de mal que celui qui était là. On ne peut pas prôner les coups d'État comme solution, non. Mais je veux dire, il faut pouvoir prendre ça comme un point de départ, comme une occasion unique de recommencer différemment. Dans ces pays où on a connu ces différents coups d'État, où il y a eu ces changements, quelle est votre appréciation par rapport à l'état de la liberté de presse? C'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué parce que si vous voyez, dans la plupart de ces États, où ce sont les militaires qui sont aux affaires, ils ont une autre appréciation de l'information. Parce qu'on est, si vous voulez, en temps de guerre. Et l'information en temps de guerre, déjà, est beaucoup plus complexe en termes de crédibilité, notamment des sources d'information, parce que ça vient de partout, mais aussi, comme on le sait tous, une mauvaise information ou une désinformation ou même une bonne information peut aggraver la situation sécuritaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Parce que il faut pas perdre de vue que même en temps, entre guillemets, de non-guerre, je préfère ne pas parler de paix, c'est déjà un problème, la gestion de l'information de manière générale. Ça l'est davantage quand on se retrouve dans une situation totalement instable, comme c'est le cas dans la plupart des pays du Sahel. Parce que n'oubliez pas que ceux qui ont accès à l'information, parmi ces gens-là, vous avez également des militaires qui sont au front. Vous avez les adversaires ou les ennemis du pays. Donc, un certain type d'information peut avoir des conséquences inexplicables. Donc, il faut pouvoir prendre ça avec beaucoup de pincettes. Je sais que partout, et ça et là, on se plaint un peu d'un certain nombre de restrictions, mais j'ai envie de dire, la solution n'est pas à la restriction. Parce que si les gouvernants pensent que c'est en essayant de museler la presse qu'ils règlent le problème, ils se mettent un doigt dans l'œil. Ce n'est pas du tout la solution. Je pense qu'il faut avoir une approche de responsabilité et il faudrait que dans nos États, on apprenne à communiquer. C'est-à-dire que l'armée doit pouvoir être celle qui communique le plus en temps de guerre. Si vous ne communiquez pas,
vous laissez un vide et les autres parlent pour vous. On a vu ce travail-là et on commence à avoir des changements, notamment au Mali, où au début de la lutte, l'armée malienne ne communiquait pratiquement pas et à chaque fois, elle était obligée de répondre aux accusations. Aujourd'hui, ils ont institué des conférences de presse hebdomadaires, presque mensuelles. Ils font des communiqués systématiquement quand ils vont sur le terrain. Ça fait qu'au moins, on a une version officielle sur laquelle la presse peut se baser. Parce qu'en temps de guerre, chers amis, ceux qui peuvent vous donner les vraies informations du front, ce sont ceux qui y sont. Généralement, ce sont les militaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils peuvent vous la donner de manière biaisée, quitte à vous maintenant d'avoir d'autres moyens de recouper, mais au moins, il y a déjà une base qui est celle qui est donnée par ceux qui sont sur le terrain des opérations. On pourra en revenir si vous voulez, parce que je pense que c'est un peu le cœur de notre discussion. Juge Benabougmo. Oui, justement, bon, la précision a été faite sur le coup d'État. Je vais passer à autre chose parce que je voulais effectivement faire une précision, parce que c'est même un coup d'État qui a fait que notre révolution n'a pas été achevée. Bon, la rectification espérée, bon, bref, je pense qu'on va parler réellement dans le vif du sujet. Par rapport effectivement à la question du droit d'accès à l'information dans ces pays-là, bon, c'est un droit d'accès à l'information. Déjà, il y a un aspect contrôle de l'info qui est là. Donc ici, c'est cette délicate question, droit d'accès, qui donne l'info. Voilà. Maintenant, vous voulez accéder, c'est des sites militaires, il y a tout un comportement à avoir et parfois, c'est plombé. C'est très compliqué. Pourquoi? C'est pour ça que je dis, il faudrait que les autorités de ces différents pays ne prennent pas la presse comme un adversaire ou comme un ennemi. Parce que c'est d'abord aussi une guerre de communication. Et la guerre, c'est avant tout la communication. Les peuples du Burkina, du Mali, du Niger, etc. ont besoin d'avoir une bonne information pour, entre guillemets, se faire leur propre opinion par rapport à la situation. Maintenant, quand vous êtes en temps de guerre, si l'armée décide de faire la muette, comme c'est très souvent le cas dans nos pays, ça ne marche pas. Parce que le journaliste, il a besoin de renseigner son public. Il va se débrouiller comme il peut et parfois, il va être obligé de s'abreuver aux agences internationales, l'AFP, Reuters, American Press, si vous voulez, qui vont forcément mettre dans sa bouche ou sur son papier des informations qui forcément ne sont pas vraies ou qui forcément ne vont pas dans l'intérêt du pays. Donc pour éviter ça, il faudrait, et c'est tout ce que je peux dire, que les autorités intègrent le fait que c'est à eux d'être la première source d'information. Ils peuvent organiser des descentes sur le terrain avec des journalistes. Nous, avec Vox Africa, je prends encore l'exemple du Mali, parce qu'on a passé presque une année là-bas, les équipes avec l'armée malienne. Quand il y a eu plein de choses, nous, on leur a écrit officiellement, on leur a dit, écoutez, nous, on veut aller sur le terrain, mais on est conscient qu'on ne peut pas y aller sans vous. Est-ce que vous pouvez assurer notre sécurité? Nous, on ne veut pas nous contenter des communiqués que vous nous donnez. On veut aller se faire nous-mêmes notre propre idée. On va aller rencontrer des gens sur le terrain. Et effectivement, ça a pris quelques semaines pour organiser cela. Et avec l'armée malienne, on a fait une descente. On était à Nyono, à Ségou, à Diabali, et plus tard, une équipe est allée jusqu'à Moura, qui était le fief des terroristes. Mais laissez-moi vous dire que ce sont des missions de terrain extrêmement compliquées que l'armée ne veut pas. Et il faut les comprendre, parce que quand ils sont entre militaires, c'est beaucoup plus facile, mais quand vous avez des civils, qui plus est des journalistes à protéger pour les amener sur le terrain d'opération, c'est très compliqué. Mais je pense que c'est des exercices nécessaires si on veut permettre à la presse de faire le meilleur rendu possible. Parce qu'une fois qu'on arrive sur le terrain, on se rend compte effectivement qu'il peut avoir des différences entre ce que l'armée nous avait dit et ce que les civils nous disent sur le terrain. Et ça nous permet une fois de pouvoir rendre une copie qui soit le plus proche de la réalité possible. Donc je pense que cette question-là ne peut se régler que par une franche collaboration et surtout aussi interpeller les journalistes. Interpeller les journalistes. Parce que j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on l'oublie. Être journaliste ne fait pas de vous un surcitoyen. Avant d'être journaliste, vous êtes d'abord citoyen d'un État. Et quand un État est en guerre, je pense qu'on peut avoir une approche constructive du traitement de l'information et non se faire le relais d'un certain nombre de types d'informations. Donc c'est vraiment un type de travail qu'il faut faire en combinaison sans avoir d'un côté les mauvais et les bons. Parce que généralement les autorités, ils ont un regard un peu dédaigneux sur les journalistes, notamment la presse privée qui ne serait pas suffisamment consciente, qui ne serait pas patriote. Et de l'autre côté, les journalistes ont souvent aussi le même type
des regards vis-à-vis des autorités, qui seraient dans une posture de dictature, qui seraient, etc. Donc je pense que c'est un moment qui appelle à beaucoup de lucidité de part et d'autre, si on veut être efficace. Parce que comme on dit, c'est l'information qui peut changer la donne dans une guerre. La façon dont l'information est gérée et traitée. Oui, mais il va poser un problème de recul par rapport aux faits rencontrés sur le terrain. Je vous protège, vous partez, vous voyez des choses qui ne me plaisent pas, je reviens. Est-ce que je peux le dire avec suffisamment de sérénité? Mais pourquoi? Parce que celui qui vous convoie va se dire, mais moi je le convoie pour qu'il ait montré ce que je fais d'exploit. Je ne l'envoie pas pour regarder de l'autre côté. Cher ami, c'est un choix à faire. C'est à prendre ou à laisser. Je ne sais pas pourquoi on attend un recul particulier des journalistes africains. Vous croyez que quand les médias occidentaux amènent leurs journalistes sur le terrain, on leur oblige un quelconque recul? Je vous pose la question. Non, c'est pour dire que c'est un choix à faire. Moi, je préfère être escorté par l'armée et être sur le terrain, me faire ma propre opinion, faire un rendu qui ne met pas mon pays en danger que de ne pas y aller du tout. Mais de toute façon, ne soyons pas plus naïfs qu'on ne le paraît. Vous ne pouvez pas espérer que vous allez aller sur le terrain de guerre protégé par l'armée et revenir saquer l'armée derrière. Ça veut dire qu'il y a un réel souci. Mais c'est un choix à faire. Si vous voulez avoir accès à ce type d'informations, vous êtes obligé de faire ce gentle agreement. Et j'ai envie de dire une chose qui est fondamentale, parce que pendant longtemps, on a reproché ça à la presse africaine. On dit, mais pourquoi vous n'allez pas sur le terrain de la guerre? Pourquoi vous ne couvrez pas les guerres comme on voit partout? C'est déjà quelque chose de très risqué, il faut le dire. Deuxièmement, les médias que vous voyez être sur le terrain de la guerre, la plupart des informations qu'ils utilisent proviennent de leurs armées. Et même quand ils y vont, ils sont extrêmement protégés par l'armée parce que ces États ont besoin d'avoir un narratif sur cette guerre-là et ils organisent ça. On ne couvre pas une guerre comme on peut couvrir la récolte du manioc. C'est pas la même chose. Il faut qu'on ait l'humilité de le reconnaître. Juge Geoffroy Vara, allez-y. Oui, on est dans le cœur du sujet et c'est très intéressant. Au passage, j'ai pu voir les reportages de Vox Africa sur des parties qui étaient en train d'être reprises par les FAMA, casques, gilet et tout. Si vous ne partez pas avec l'armée, vous ne pouvez pas. C'est impossible. C'est pas possible. Et ça, je peux voir. Vous ne pouvez pas. C'est clair. Vous avez écrit médias, instruments de politique étrangère en Afrique. Ouais. Moi, c'est intéressant parce que là, vous montrez avec, par exemple, certains exemples, celui de la Côte d'Ivoire, comment, par exemple, ces médias-là, à un moment donné, ont tellement de force qu'ils peuvent décider d'impacter en quelquefois se mettant comme censeur sur ce qu'il veut entendre ou ce qu'il veut voir donner comme message. Mais en même temps, l'autre posture, c'est que est-ce que chez nous, c'est vraiment perçu comme un outil de politique intérieure? Parce que là où on est dans une guerre communicationnelle et où l'autorité, quelquefois, au lieu de regarder le partenaire qu'est le média dans une guerre sur un fond qui est celui de la communication, là-bas, on est un peu absent. Est-ce que ça aussi, c'est pas le questionnement à avoir? Mais c'est la grosse question. Et aujourd'hui, si j'ai même accepté de venir ici à Ouagadougou, c'est parce que cette conférence nous permettra de parler de cette question centrale. Il faudrait que les gens intègrent que nous sommes en guerre. Et cette guerre n'est pas seulement la guerre physique, ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre de communication. C'est une guerre pour le contrôle des opinions publiques. Je ne sais pas si vous comprenez. La question centrale qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'État français, l'État américain, l'État britannique, l'État russe, l'État chinois, l'État turc va dépenser des millions et des millions d'euros pour informer les Africains. Quel intérêt ils ont à ce qu'on ait la bonne information? Ce sont leurs instruments qu'ils créent parce que quand vous voulez contrôler un pays, il vous suffit de contrôler son opinion publique. Ce sont ces médias qui déterminent à longueur de journée ce que nous pensons, ce que nous mangeons, ce que nous achetons. Quand vous faites le tour des pays africains, vous arrivez dans les aéroports, quelles sont les chaînes que vous voyez en longueur de journée? C'est France 24, c'est CNN, etc. Même quand vous arrivez dans les hôtels, vous avez du mal à trouver les chaînes locales dans les bouquets, dans les hôtels, mais vous êtes au moins sûr que vous allez trouver toutes les chaînes étrangères. Et on vous expliquera, non, on veut satisfaire la clientèle. Le média, c'est un instrument. Si les dirigeants africains ne l'intègrent pas, alors ils sont très mal barrés. Donc le discours aujourd'hui, c'est de dire, il faudrait que les dirigeants africains
comprennent que l'Afrique a besoin d'avoir ses propres instruments, que l'Afrique a besoin d'avoir son propre narratif et qu'on ne peut plus continuer à faire juste du rejet. Parce que, comme aime le dire Alain Foucault, le rejet ne constitue pas un projet. Il faudrait que quand on décide de fermer RFI, France 24, qu'on puisse avoir une alternative. Parce que la nature a horreur du vide. Et pour avoir cette alternative, il faut qu'on mette sur pied une politique qui permette l'émergence de groupes de médias locaux très forts pour pouvoir justement permettre qu'il y ait une sorte d'équilibre de l'information. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, il n'y a plus de frontières. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut se mettre, je ne sais pas, à Singapour et déstabiliser le Burkina Faso. Quelqu'un peut se mettre au Canada et déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a plus de frontières. Quand on a constaté cela, on change de paradigme. On ne peut plus être la simple éponge. On ne peut pas continuer à être, comme j'aime le dire, la poubelle du monde. C'est-à-dire que nous, on est le seul continent qui recevons toutes les chaînes du monde sans filtre, y compris les chaînes qui vont totalement à l'encontre de nos intérêts, qui vont totalement à l'encontre de notre culture et de nos valeurs. Ça, il faut que cela s'arrête. Donc, il y a un travail à faire, il y a une prise de conscience à la fois des dirigeants, mais pas que. Il faut également que les acteurs privés qui s'investissent dans les médias comprennent ce qu'on attend véritablement d'un média et qu'ils décident également eux-mêmes de changer le paradigme et qu'on ne soit plus simplement dans cette forme de mimétisme-là et qu'on ne soit plus en train de recopier ce que les gens font. Et je termine par là. Vous savez, l'essentiel de l'actualité que nous traitons dans nos rédactions nous est dicté par les autres. La plupart de nos médias ici, pour parler d'une information dans leur propre pays ou dans les pays voisins, sont obligés d'attendre ce que va dire l'AFP, sont obligés d'attendre ce que va dire RFI, sont obligés d'attendre ce que va dire France 24, etc. Quand vous écoutez les éditions de journaux dans certaines chaînes de télévision privées en Afrique, vous avez l'impression que le journaliste est assis à juste recopier ce que les autres ont dit. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et pour cela, il faut qu'il y ait une vraie stratégie, il faut qu'il y ait une vraie politique qui soit mise en œuvre à la fois par les acteurs des médias, mais inévitablement par les autorités. Oui, effectivement, le constat, il est clair. Les concurrents directs des chaînes africaines, effectivement, ce sont ces chaînes qui sont d'ailleurs, mais qui sont en même temps aussi des médias d'État là-bas. Qui sont des médias d'État là-bas, ou bien financés par les États, par le gouvernement. Bien sûr. Maintenant, qui sont, je dis, les concurrents directs de nos médias jusqu'à la langue nationale. Bien sûr. Jusqu'à dans nos langues locales. Mais maintenant, ici, le retour, la promotion également de ces langues pose véritablement un problème. Parce que la vérité aussi, c'est quoi? On a permis également un boom des médias, avec une assiette publicitaire faible. Et dans ces conditions-là, comment l'État africain fait le choix du financement? Des groupes privés ou bien le média d'État lui-même? Il y a un premier travail à faire, c'est un travail de régulation, premièrement. Si je prends l'exemple des RFI, qu'est-ce qui oblige les États africains à donner des fréquences FM à RFI dans tous nos pays? Pourquoi? Alors qu'il n'y a même pas la réciprocité. C'est-à-dire, si vous, aujourd'hui, à 3 TV, vous décidez d'aller créer une radio en France, je ne suis pas sûr qu'on vous donnera la fréquence. Mais dans tous nos pays, nous avons décidé de donner la fréquence à RFI, et RFI, en émettant un FM, concurrence toutes les petites radios locales. Parce que comme RFI, c'est l'État français qui finance, ils ont des moyens illimités. Donc, ne serait-ce qu'en termes de qualité d'écoute, ils produisent une qualité d'écoute qui fait pâlir d'envie tout le monde. Deuxièmement, avec leurs moyens, ils peuvent avoir un réseau de correspondants partout pour pouvoir être là où les choses se passent, ce que les médias privés ne peuvent pas. Donc, il y a d'abord un travail d'assainissement à faire. On n'est pas obligé d'accueillir tous un média. On peut choisir ce qu'on estime. Quand vous allez dans d'autres parties du monde, vous croyez que vous écoutez RFI? Quand vous arrivez même en France seulement, ceux qui écoutent encore RFI en France, ce sont les Africains. C'est un média qui est devenu l'affaire des Africains, alors qu'au départ, c'était émission vers l'étranger. Quand vous voyez, chers amis, ce que le monde arabe a fait pour se protéger de ça, en créant Al Jazeera, pour avoir également leur regard sur l'actualité, c'est pour éviter justement qu'on soit endoctriné. Vous ne pouvez pas laisser votre ennemi parler à votre femme et à vos enfants matin, midi et soir. Il va les retourner contre vous. Et c'est de ça dont l'Afrique est victime aujourd'hui. Donc, il y a un premier travail, c'est celui de régulation, c'est celui de l'assainissement. Il y a trop de médias qui arrosent l'Afrique. C'est pas possible. Parmi tous ces médias
médias étrangers, on peut décider de faire un choix et rien ne va nous arriver. On n'est pas obligé de tout accepter au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie et je ne sais quoi encore. Parce que vous-même, vous aurez constaté que quand un média n'arrange pas les Occidentaux, il ferme. Tout simplement. Vous vous rappelez de Sputnik et de Russia Today. Mais pourquoi nous, on aurait du scrupule par rapport à ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au financement des médias, c'est une grande question. Moi, personnellement, par principe, je ne pense pas que l'État doit subventionner tous les médias privés. Ou bien on doit entrer dans ce modèle de la redistribution égale et équitable de la redevance audiovisuelle parce qu'on va avoir plus de problèmes que de solutions. Parce que finalement, si tout le monde prend l'argent à l'État, comment on fait la différence alors entre un média du secteur public et un média du secteur privé? Il y a des modèles qui existent et qui peuvent être répliqués en Afrique. C'est celui d'une meilleure organisation du marché publicitaire, en estimant que la RTB, qui bénéficie déjà de la redevance audiovisuelle ou de la subvention de l'État, n'a plus droit à un certain type de publicité ou ne peut plus concurrencer les privés par rapport à la publicité. C'est déjà un premier mécanisme. Deuxièmement, vous avez dans nos États des entreprises qui sont des multinationales, qui ne communiquent jamais sur les médias privés. Eh bien, il faut qu'on arrive à les obliger à communiquer. Parce que pour rendre un média fort, il faut bien qu'il ait des moyens. Et vous avez même des entreprises locales qui ont de l'argent et quand ils décident d'acheter la publicité, ils vont encore sur les télévisions étrangères. Dans ces conditions, vous voulez que les médias locaux fassent quoi? Ils sont condamnés à mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Donc il y a un travail à faire au niveau de la régulation pour éviter justement que l'enveloppe publicitaire ne soit engloutie par les mêmes et qu'on puisse ne pas avoir une forme de pluralité dans le secteur médiatique. Donc c'est un travail indispensable à faire et chaque État doit pouvoir, en connaissance de cause, prendre les mesures qui s'imposent. Nous ne sommes pris par le temps, nous sommes à 3 minutes d'émission. De tout ce que l'on a dit, il y a un mot qui revient dans la plupart des pays du Sahel, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que l'on met dans le panier de la souveraineté? Très rapidement. La souveraineté, c'est la liberté de faire ou de ne pas faire. Ça veut dire que sortir de la CEDEAO, c'est un acte de souveraineté. Y adhérer, c'est un acte de souveraineté. Dire on ne veut plus Barkhane, c'est un acte de souveraineté. Accepter les Russes, c'est un acte de souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité qu'a un État de choisir. Si vous ne pouvez pas choisir, vous n'êtes pas souverain. Si vous fonctionnez par rapport à un cahier de charges qui est imposé par l'autre, vous ne pouvez pas parler de souveraineté. Donc ces États-là sont en quête de souveraineté. Parce que malheureusement, on nous a trompés. On nous a fait croire qu'il suffisait d'avoir un drapeau, un hymne national pour être un État. Non, ce n'est pas ça un État. Un État se définit d'abord par rapport à sa souveraineté. Et la souveraineté, une fois de plus, comme je le dis, c'est la liberté d'agir ou de ne pas agir. Au Mali, on a parlé de Wagner. Au Burkina, on compte sur les VDP. Comment est-ce qu'on arrive à la souveraineté lorsque l'on doit compter sur des partenaires géostratégiques? Il faut savoir que la guerre est évolutive. Et il faut avoir un regard de lucidité sur la guerre. Comme je l'ai dit en début d'émission, peu importe la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape les souris. Si au Mali, ils pensent que leur partenariat avec la Russie, vous parlez de Wagner, je veux dire jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de preuve formelle que Wagner est installé au Mali. La preuve que j'ai, c'est que les Russes sont au Mali. Ça c'est sûr et certain. Le gouvernement estime que ce n'est pas Wagner. Les médias occidentaux disent que c'est Wagner. Moi, entre les deux, on est sûr qu'il y a la vérité. Aujourd'hui, effectivement, les VDP au Burkina, ça peut être également une solution, mais il faut pouvoir apprécier. J'ai envie de dire, quand vous êtes confronté à une réalité, la souveraineté ne veut pas dire que vous devenez fou. Vous devez pouvoir lire le rapport de force sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez, et aller de manière progressive. Mais dans l'absolu, il faudrait que les Burkinabés sachent que c'est eux qui doivent pouvoir défendre leur territoire. Et que même s'ils font appel à des partenaires à un moment donné, ça ne peut être que ponctuel. Parce que personne ne peut être un partenaire éternel. Le partenaire d'aujourd'hui sera votre ennemi de demain. C'est la réalité de la scène internationale. Ceux qui sont vos alliés aujourd'hui vont forcément se retourner contre vous demain. Parce que le monde est dynamique. La scène internationale, elle est essentiellement dynamique. Les intérêts ne sont pas figés dans le marbre. Les intérêts vont varier. Vous vous rappelez du Venezuela? À un moment donné, tout le monde était sûr que Raïga allait être président. Il a été reconnu par presque tous les États occidentaux. On savait que c'était fini pour le président du Venezuela. Mais comme par hasard, tout le monde l'a abandonné du jour au lendemain. Raïga aujourd'hui, il est dans tous les problèmes du monde. Vous ne voyez aucun de ses alliés d'hier qu'il avait poussé aux ailes. Donc, il faudrait que les Africains soient lucides. Le but, et je terminerai par là, n'est pas de changer de maître.
il faut faire attention. Le but, c'est de se libérer. Donc, vous ne pouvez pas quitter une oppression pour une autre, quitter un impérialisme pour un autre. Ce n'est pas le but. Et à aucun moment, personne ne pourra garantir votre sécurité de manière définitive. Il faut pouvoir passer par ce chemin-là pour nous construire nous-mêmes. Et c'est pour ça que cette alliance-là, l'AES, représente un espoir véritable sur lequel on peut s'appuyer pour construire une véritable souveraineté dans cette région et partant sur le continent africain. Point final pour cette 4e audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Jules Domtché, le directeur général de la télévision panafricaine Vox Africa, était notre invité à la barre du tribunal de l'actualité. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui nous avez suivis. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation. C'est bon. Oui.